7h43. Bonjour François Langlais. Bonjour Marc Moiget. Merci d'avoir accepté notre invitation au matin de France Culture, qui n'est pas la première. Et oui, François Langlais, vous publiez Qui va payer la crise chez Fayard. Alors je vais peut-être un peu changer mon idée de démarrage d'émission, puisqu'avec vous, nous allons parler bien sûr, et notamment dans la seconde partie, avec le livre qui sera passé au scalpel et au laser de Brice Couturier, votre livre, mais peut-être aussi comprendre dans ce premier quart d'heure, au fond, ce qui nous arrive, le traité européen en vue, et puis tout de même le nouveau régime de rigueur, même s'il ne faut pas employer le mot, paraît-il, proposé par le gouvernement. Et puis avec ceci en suspens, parce que regardez, par exemple, je prends l'Humanité du jour et je lis l'article l'éditorial de Patrick Appel-Muller, cité tout à l'heure. Avez-vous assisté à un débat télévisé entre partisans du oui au traité budgétaire européen et un tenant du non ? Un journaliste critiquant l'austérité forcenée imposée aux peuples européens a-t-il été convié à questionner le Premier ministre sur France 2 jeudi soir ? Suivez mon regard, François Langlais. Alors, il est de coutume de dire au fond que, par exemple, vous, que l'on connaît pourtant depuis fort longtemps, bien avant que les foudres de la gloire de la télévision vous tombent sur la tête, ben voilà, au fond, vous vous êtes rangé dans le camp des libéraux qui défendraient l'austérité et la rigueur. Et quand on lit attentivement votre livre, le Qui va payer la crise, on se rend compte que non. Mais d'où viennent ces sortes de malentendus, peut-être, si vous pensez qu'il y en a un ? Je ne sais pas. Autre élément quand même, vous citiez cet éditorial dans l'Humanité, probablement ce journaliste n'a pas regardé l'émission. Oh si, mais non, c'est pas possible. Non, on peut pas démarrer comme ça, François Langlais. J'ai interviewé, attendez. J'ai interviewé Jean-Marc Ayrault, on a passé 10 minutes, je lui ai montré des graphiques. Les graphiques de François Langlais, ami auditeur. Dont, si vous voulez, à la fois sur l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, et la Grèce, qui montraient très bien qu'à mesure que ces pays s'engageaient dans l'austérité, leur dette n'avait fait que progresser alors que leur économie s'effondrait. Et on a passé un bon moment. Moi, je lui ai posé la question suivante, littéralement. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous ne craignez pas d'entraîner la France dans ce cercle vicieux ? Donc, si vous voulez, tout ça pour vous dire que il y a aussi en France des gens qui regardent les choses avec leurs lunettes et leurs lunettes obscurcissent la réalité. C'est-à-dire que pour des raisons qui m'échappent, on dit un tel est libéral, un tel est antilibéral, et on ne fait plus tellement attention à ce qu'ils disent. Sur le fond, si pensez que le marché va régler la crise, je ne suis pas libéral. Il n'y a pas de solution libérale à la crise. Je le dis littéralement dans ce papier. À chaque page, quasiment. Pour autant, je ne sais pas, ma philosophie, c'est un mot peut-être un peu lourd pour mes frêles épaules, mais je me retrouve assez dans ce que disent vous savez, les Allemands, et notamment les Allemands de Bad Godesberg, c'est-à-dire au moment où la social-démocratie a rompu avec le marxisme, il faut le marché autant que possible, et l'État autant que nécessaire. Et alors, évidemment, c'est très difficile de placer ce curseur, mais il est évident que nous sommes dans une période où nous vivons les excès du marché non tempérés, et que c'est d'ailleurs pas la première fois dans l'histoire économique, et que le marché lui-même ne peut pas se corriger. C'est évident, pour des raisons qui tiennent d'abord à la psychologie. C'est qu'un marché, c'est les moutons de Panurge. C'est-à-dire que tout le monde fait la même chose au même moment. Tout le monde a acheté, tout le monde s'est endetté de façon démesurée pendant les années 2000. Et aujourd'hui, c'est la méfiance, la distance, la préférence pour la liquidité de façon universelle et mortifère. Qui peut régler cela ? Évidemment l'État. Évidemment, pourvu qu'il trouve les bons leviers. Et de ce point de vue, je pense que la rigueur imposée, en particulier à l'Europe du Sud, elle est aussi mortifère. Et on n'en sortira pas comme ça, me semble-t-il. Vous avez l'air de dire qu'on n'en sortira pas du tout. Je pense pas, Marc. Je crois que il y a une voie de sortie, mais ça suppose qu'on lève un tabou. Jusqu'ici, voilà. Le sauvetage de l'euro a été construit sur une idée seulement, c'est rembourser la dette. On a construit cette Europe convalescente sur la nécessité de rembourser les dettes accumulées, alors que ça n'est pas possible. Elles sont trop lourdes, notamment pour l'Europe du Sud. C'est-à-dire que il y a là un tabou. On reviendra sur les raisons pour lesquelles ce tabou est ce qu'il est en Europe, mais la solution, me semble-t-il, ça serait que il y ait, je ne sais pas, peut-être une conférence internationale, qu'on allège les dettes de façon substantielle pour les pays d'Europe du Sud. On y reviendra. Oui, notamment vous citez évidemment cette phrase devenue célèbre d'un ancien patron du FMI connu pour une mauvaise fortune privée, qu'il faut savoir assumer ses pertes.
Bien sûr, a bien priori. sûr. Mais nous y Il revenons faut plus- prendre ses pertes. C'est ce Alors, que disait Strauss-Kahn voilà. il y a quelques mois. Auparavant. Après avoir d'ailleurs fabriqué les plans de rigueur les plus dangereux. Hein. Auparavant, alors du coup, pour qu'on puisse bien comprendre, qu'est-ce qui distinguerait votre dénonciation à vous, au fond de l'austérité, de ceux qui la dénoncent côté front de gauche ? Puisque vous n'êtes pas non plus forcément très proche du front de gauche. Alors, Non, mais mais c'est pas trop le problème, vous êtes journaliste, rédacteur en chef à France 2, mais enfin... Vous savez que dès lors qu'on se met à parler d'économie, les clivages apparaissent immédiatement. Où on est un affreux libéral, où on est un affreux c'est vrai. souverainiste. C'est un peu mystérieux d'ailleurs parce que encore une fois, je pense que ça obscurcit l'entendement, quoi. Honnêtement, sur cette question et les ravages de l'austérité, je pense que on a un point d'accord assez important. Alors après, vous pouvez... Parce qu'il y a une conclusion qui est similaire. Si je lis la conclusion de Patrick Appel-Muller dans l'Humanité, elle rejoint au fond, n'est pas loin de certaines de vos appréciations sur l'idée que tout cela, à terme, va conduire à, écrit Patrick Appel-Muller, la haine en uniforme bleu marine, hein, et d'autres, comme vous, disent que tout de même, la montée des extrémismes peut venir d'un effet mécanique, d'une austérité qui décourage les gens et les fait se replier ailleurs. C'est maintes fois expérimenté dans l'histoire, évidemment en Europe, mais pas seulement. Et c'est-à-dire que la déflation détruit évidemment les richesses, mais aussi les valeurs et l'organisation d'une société. On voit ça en Grèce. On commence à le voir poindre en Espagne, au Portugal. Et aussi en France, d'une façon plus modeste, mais néanmoins très préoccupante. Donc, pour revenir à ce qui me différencie du front de gauche, enfin, je veux dire, c'est pas le point à partir duquel je m'organise, mais je réponds à votre question. Je pense que, probablement, contrairement à eux, je pense qu'il est nécessaire de rétablir l'équilibre des comptes publics à moyen terme, que ce cap-là est le bon. Que pour autant, il y a une question de moment, c'est-à-dire que toutes les bonnes politiques ne sont pas bonnes à tous les moments. Une bonne politique pratiquée au mauvais moment, c'est une mauvaise politique. Premier point. Et le deuxième, c'est qu'il y a des moyens aussi pour rétablir les comptes. Le premier, c'est la croissance. Là, je pense qu'on se retrouvera tous. Par ailleurs, quand il faut réduire les dépenses de l'État, ou en tout cas remettre d'équerre les comptes publics, on peut soit augmenter les impôts, soit justement essayer de diminuer les dépenses. Je suis plutôt partisan de la deuxième solution. Encore une fois, pourvu qu'on la pratique au bon moment. C'est-à-dire que le fait de prélever des impôts handicape considérablement l'activité économique. Je pense qu'on va s'en rendre compte en France. Alors que le fait de réduire les dépenses, pourvu que ça soit fait intelligemment, c'est-à-dire à partir vraiment d'une rénovation de la conception de l'État, il y a des pays qui l'ont fait, et des pays sociodémocrates, comme la Suède, il y a une vingtaine d'années. Ils ont fait un effort considérable pour redéfinir les territoires de l'État, et à la faveur de ce mouvement-là, eh bien, ils ont enclenché une longue période de croissance. Alors, François Langlais, évidemment, quelques auditeurs nombreux, espiègles, ont dit « Ah, comment vous allez le faire au matin de France Culture sans les graphiques de François Langlais ?» Mais c'est que vous avez plus d'un tour dans votre sac. Il y a souvent des images et des métaphores dans votre livre. On parlera de celle du thermostat tout à l'heure, mais il y a aussi des observations, je dirais presque d'ordre sociologique, moi que je n'avais encore, au fond, jamais lu pour expliquer les origines, peut-être, en tout cas, une des causes de la crise, c'est la question, oui, qui est d'ordre, oui, sociétal, sociologique, de génération. D'une génération qui s'est dit, le tabou, c'est de ne pas, au fond, désavouer, démentir le feu, le souhait des pères de l'Europe. Pour cela, dites-vous, ils se sont lancés dans des politiques libérales, qu'ils aient été à gauche ou à droite. Et vous dites qu'ensuite, maintenant, au fond, se rendant compte trop tard de l'erreur, ils veulent quand même, au fond, tout préserver et faire payer la dette aux jeunes sans trop le dire. Que voulez-vous dire par cet effet de génération de ceux qui aujourd'hui écrivent le traité européen, écrivent les lois, gouvernent en France, en Italie, en Allemagne ou en Espagne? Il y a deux éléments à ce propos qui sont importants, je crois, c'est que il y a des périodes où, justement, la pulsion libérale emporte tout. Et quand on voit dans l'histoire, ça intervient à intervalles relativement réguliers. Tous les 80 ans, grosso modo, vous citez un chercheur, j'oublie le nom. C'est la durée d'une vie humaine, oui, en c'est gros, ça, voilà. Hein. C'est-à-dire que... Il faut qu'on oublie. Oui, comme si, à partir du moment où il n'y avait plus de témoins vivants de la précédente catastrophe, eh bien, on retombait mécaniquement dans les mêmes erreurs. Et au-delà de ça, une génération se détermine généralement par rapport à celle qui l'a précédée, en prenant le contre-pied. Cette génération libérale, celle des baby-boomers, elle est arrivée justement après une génération qui avait expérimenté la guerre et qui a réglementé, pour laquelle l'État et l'ordre étaient
des éléments très structurants. Il fallait reconstruire l'Europe et même le monde après la guerre. Et cette génération, justement, elle s'est exprimée évidemment dans les années 60. Ce qui est intéressant, c'est que, et vous l'avez dit, ça a traversé l'opposition entre gauche et droite, parce que c'est une pulsion qui est née dans la société, justement comme un refus de l'ordre ancien dans les années 60. Petit à petit, cette pulsion libérale s'est transmise à l'économie à la fin des années 70, avec l'arrivée de Thatcher, de Reagan, etc. De façon tardive, d'ailleurs, elle s'est transmise à l'économie. Et puis, bon, elle s'est amplifiée, évidemment, avec la chute du mur 10 ans plus tard, et elle s'est caricaturée, elle s'est dénaturée avec la folie de l'Internet encore 10 ans plus tard, c'est-à-dire au tournant du siècle entre 98 et 2001, quoi. Et évidemment, les rentiers du libéralisme sont arrivés, c'est-à-dire les gens qui profitaient de cette domination du libéralisme. Et ils ont asservi le système à leur profit. Évidemment avec la finance, mais de façon plus générale, tous les détenteurs de capitaux qui ont profité du fait que l'inflation avait disparu. Le marqueur, justement, de l'alternance libéralisme-dirigisme, c'est l'inflation. Et l'inflation disparaît dans notre monde au début des années 80, lorsqu'on imagine que c'est la recette pour la prospérité générale. Ça n'est pas vrai. Ça a été la recette pour la prospérité des rentiers. On a aussi ouvert les frontières à ce moment-là. Et on a dit aussi, c'est la recette pour la prospérité générale. Ça n'est pas vrai. La mondialisation, elle diminue les inégalités entre les pays, mais au sein des mêmes pays, elle les augmente. C'est très clair dans ce que vous écrivez. Et on en vit évidemment les conséquences dévastatrices aujourd'hui. Je pense qu'on est au seuil d'un retournement. C'est pour ça que la période est intéressante. C'est-à-dire que la crise, eh bien, elle a fait voler en éclats tous ces dogmes. Et du coup, on voit poindre une nouvelle génération derrière, celle qui a dominé l'organisation de l'économie pendant 30 ou 40 ans. C'est une génération qui n'a pas besoin de plus de liberté, mais au contraire de plus de protection, à mesure qu'elle va monter en puissance dans la société et s'imposer pour contrôler les différents rouages de l'économie ou de la politique. Probablement, nos valeurs vont changer considérablement, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. L'organisation de la société va changer tout autant. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, il découle du premier, c'est que, vous l'avez dit, ce sont les détenteurs de capitaux, justement, parce que à plus de 50 ans, les gens ont eu le temps d'accumuler. Et le problème, dites-vous, c'est presque un peu cynique, c'est que maintenant, on vit de plus en plus vieux. Oui. Donc on hérite moins vite pour la génération d'après. Mais ça fait un énorme, quand on entend l'édition de tout ça, vous avez l'air de dire que ça fait un énorme trou, quand même, financièrement, qui ne se réinjecte pas dans l'économie des jeunes générations. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on est dans un moment unique au plan démographique, c'est l'allongement de la durée de la vie impact en bonne économique. Santé. Mais oui, parce que évidemment cette génération-là, d'abord elle reste au pouvoir plus longtemps que celles qui l'ont précédée, justement parce qu'elle est en pleine forme. À 60 ans, on est tonitruant, pétaradant, et au fait de sa puissance sur la société, on ne veut pas lâcher. Pour des raisons évidentes, psychologiques, qui ont affecté toutes les générations. C'est un fait. Mais là, c'est les progrès de la médecine, de l'alimentation qui font que c'est ainsi. Et du coup, je pense que ça, on revient à la crise de l'euro, si vous voulez. C'est que cette génération qui a accumulé dans d'assez bonnes conditions, d'ailleurs, parce qu'elle a profité de l'inflation justement quand il fallait, lorsqu'il fallait qu'elle achète son logement, et qu'à partir du moment où elle est passée de l'autre côté, eh bien, elle a profité d'un monde qui préservait la rente. Et elle ne veut pas abandonner cela. Et du coup, c'est manifeste en Europe du Sud, si vous voulez. Pourquoi est-ce que l'Europe du Sud... Et vous dites qu'il y a une sorte de duplicité de sa politique, du coup, quand même. Hein. Tout à fait. Ou même d'ailleurs d'effets délétères. C'est-à-dire que, en gros, on a des quinquas plus qui vivent relativement bien. C'est une moyenne. Il y a évidemment des retraités qui vivent dans le dénuement. Donc, c'est les statistiques et leurs défauts. Ce sont des moyennes. Et puis, des jeunes qui ont de plus en plus de mal à s'intégrer sur le marché du travail parce qu'on préfère une monnaie forte en Europe du Sud pour préserver la valeur de l'épargne, préserver aussi la possibilité d'acheter des produits importés à bon prix au détriment d'une génération qui n'arrive pas justement à s'intégrer. 8h et presque 17 minutes. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vinchet. L'homme qui t'en va pique. Mais oui, c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez, François Langlais, d'avoir été invité en 2007 à l'émission Du grain à moudre que j'animais alors avec Julie Clarini? Mais je m'en souviens très bien. Et vous étiez directeur à l'époque d'un remarquable mensuel dont j'étais extrêmement fan. Il est toujours pas trop mauvais d'ailleurs. Enjeu Les Échos. Vous aviez publié, on était, je dis bien encore, je le répète, en 2007, un livre intitulé La crise des années 30 est devant nous. L'euro a déresponsabilisé les gouvernements, y expliquez-vous, ils ont pu se lancer dans un endettement irresponsable sans craindre la correction des marchés.
plus de dévaluation forcée possible. Le pari de la convergence entre les économies de la zone euro, expliquez-vous aussi, est perdu. L'Allemagne, redevenue compétitive, exporte alors que la France, au contraire, recule. Ce hiatus est porteur de crise. Pas étonnant que l'auteur d'un pareil essai soit devenu aujourd'hui l'un des chroniqueurs économiques le plus en vue du pays. En outre, vous êtes sans parti pris, pas vraiment libéral, pas du tout keynésien, pas tenté par la fuite en avant dans le fédéralisme, mais pas souverainiste non plus, pas plus complaisant envers le nouveau gouvernement de gauche que vous ne l'étiez face à celui de Nicolas Sarkozy. Pour tout dire, je suis incapable de deviner pour qui vous avez bien pu voter cette année. Mystère qu'on devrait pouvoir exiger de tout bon journaliste. Bref, ce que nous dit François Langlais dans son dernier opus, c'est quoi ? C'est que les plans de sauvetage de la Grèce, qui auront coûté la bagatelle de 500 milliards, soit 2 ans et demi de PIB de ce pays, n'auront servi à rien. Parce qu'Athènes se débat, comme plusieurs autres États du sud de la zone, dans une cage au hamster, trop de dettes, des taux d'intérêt trop élevés, une monnaie trop forte. Le hamster peut bien s'épuiser dans des plans de rigueur successifs, il ne remboursera jamais sa dette. Il peut tout juste asphyxier son économie, déchaîner la colère des chômeurs qui seront de plus en plus nombreux. Il lui faudrait pouvoir dévaluer, mais voilà, la monnaie unique le lui interdit. Or, ce demi-millier de milliards, ce n'est pas de l'argent de Monopoly, comme on a essayé de nous le faire croire, de même que les autres 500 milliards mobilisés de plans de sauvetage définitifs en réunion de la dernière chance. Tout cet argent, cette énorme masse d'argent, 1000 milliards, devra être payé un jour. On a cru régler une crise de la dette en empruntant encore plus d'argent. Les Français se sont imaginés que, comme en 1919, l'Allemagne paierait à travers une mutualisation des dettes européennes. Mais nous sommes nous-mêmes engagés jusqu'au cou. À travers, par exemple, l'union bancaire, tant vanté, on oublie que le contribuable français peut dorénavant, vous l'écrivez, être mis à contribution lui aussi pour aller sauver une banque irlandaise en perdition. Les Français, bref, comme d'habitude, aimeraient bien le beurre, sous forme d'euros obligations garanties par Berlin, et l'argent du beurre, continuer à s'endetter sous couverture allemande et à des taux allemands. Mais voilà, le contribuable d'outre-Rhin, lui, ne l'entend pas de cette oreille, et vous nous le rappelez, car la question du jour, qui va payer la dette ? Qui va payer la facture ? Et il n'y a pas 36 solutions. Ou bien ce sera, vous nous le dites, le contribuable, dont les impôts vont s'envoler, ou bien on pratiquera l'euthanasie du rentier chez Keynes. La nouvelle lutte des classes, on l'entendait tout à l'heure avec vous, Marc Guinchet, la nouvelle lutte des classes, à vous suivre François Langlais, va opposer donc les détenteurs de capitaux, d'obligations d'État en particulier, qui sont majoritairement des retraités, aux salariés, qui étouffent sous les plans de rigueur et les hausses d'impôts, et auxquels on va demander encore bien davantage. Les premiers ont intérêt à ce que les dettes soient payées rubis sur l'ongle, les autres à ce qu'elles soient effacées. Et cette lutte des classes, vous le disiez, s'avère être aussi une lutte de génération. Ce sont les baby-boomers qui, en voulant vivre au-dessus de leurs moyens, ont poussé la finance à inventer de multiples moyens de vivre à crédit. Aujourd'hui retraités, ils ne veulent pas voir baisser leur standing, tandis que les jeunes générations écrasées par les dettes héritées de leurs parents subissent en outre le chômage et la précarité. Très bientôt, dans les mois qui viennent, dites-vous, il va falloir se décider, parce que la crise n'est pas derrière nous, mais devant. Mais ma question, c'est: François Langlais, nos dirigeants pouvaient-ils faire autrement que de créer de nouvelles dettes pour faire face à la crise des subprimes ? Fallait-il donc laisser cette crise faire couler nos banques ? Est-ce que vous désapprouvez les plans de relance qui ont eu lieu en 2009 et 2010 ? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. François Langlais. Écoutez, on aurait certainement pu faire autrement. C'est facile de le dire après. Enfin, cela dit... Je l'avais dit à l'époque, au moins pour la Grèce, il était assez probable qu'à charger comme ça la mule de sacs supplémentaires tous les 3 ou 4 mois, on ne pouvait que la faire ployer sous le fardeau excessif des dettes accumulées, et qu'il n'y a pas de solution de ce côté-là, si vous voulez. En fait, mais je pense seule, que... c'est la faillite alors. Oui, bien sûr, mais l'histoire économique, vous le savez comme moi, est jonchée de faillites. Et si vous ou moi... on nous a dit longtemps que les États ne pouvaient pas faire faillite, vous vous souvenez ? C'est un mensonge absolu. Il suffit simplement de lire un peu l'histoire pour se rendre compte que alors, c'est pas du tout un sort enviable, mais ça arrive tout le temps. Et si vous voulez, vous ou moi, nous sommes surendettés. On va passer devant un tribunal, on aura certainement un sermon de la part du président, et la dette sera allégée d'une 30%.
intéressant, parce qu'on va dire, vous ne pouvez pas rembourser. Une entreprise qui a trop de dettes, elle fait faillite. On réunit ses créanciers, on leur dit, chers amis, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Tout le monde s'en va en se mordant les lèvres en disant comment je vais faire, et puis voilà, c'est l'histoire de la vie économique. C'est-à-dire que quand on a trop de dettes, la dette supplémentaire n'est pas une option, n'est pas une solution. Ça ne fait jamais qu'alourdir le problème initial. Donc, et pour citer à nouveau Strauss-Kahn 2, c'est-à-dire lorsqu'il s'était exprimé sur TF1 après son équipée new-yorkaise, il faut prendre ses dettes. Ses pertes, pardon. Ses pertes, voilà. Il faut prendre ses pertes. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Il n'y a pas de dette éternelle. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain temps, d'un certain seuil... Sauf que François Langlais, pendant longtemps, la dette, elle était détenue par des nationaux. Aujourd'hui, la dette française, elle est détenue à environ des 2 tiers par des étrangers. La dette américaine, elle est détenue pratiquement entièrement par des Chinois. Est-ce que vous croyez vraiment que les étrangers vont nous laisser faire faillite en nous disant, vous croyez que les Chinois vont laisser tranquillement les Américains faire baisser la valeur de leur monnaie pour dire, finalement, on va vous rembourser avec de la monnaie de singe? Est-ce que ça, c'est acceptable dans le monde d'aujourd'hui? C'est ce qui va se passer, Brice. C'est ce qui se passe toujours. C'est-à-dire que, encore une fois, dans le rapport entre créancier et débiteur, il y a un seuil au-delà duquel, si le créancier affame son débiteur, il meurt avec lui. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut rembourser que ce qui est remboursable. Au-delà d'une certaine limite, c'est la faillite généralisée. Et le créancier lui-même a intérêt à alléger le fardeau pour espérer en récupérer une partie. Mais on a allégé le fardeau de la dette grecque dans 75% environ, ça n'a servi à rien, donc peut-être cet argument n'est pas bon non plus. On l'a pas fait assez. Je pense que c'est faire 100%. C'est une question non pas de nature, mais de mesure, c'est-à-dire que on l'a fait tardivement et on l'a fait tout en déclenchant de nouveaux plans de rigueur absurdes. Et on l'a fait alors que parallèlement, on laissait la Grèce dans l'euro. Il n'y a pas de solution pour la Grèce dans l'euro. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme... La sortie de la Grèce, de l'euro, de la Grèce est inévitable ? Je pense qu'en tout cas, elle est souhaitable. C'est-à-dire, c'est exactement comme l'Afrique francophone avec le franc CFA. Avant 94, avant la dévaluation, c'était une monnaie qui plombait complètement la compétitivité. Et on avait d'ailleurs un cas d'école, puisqu'on avait l'Afrique anglophone avec ses propres monnaies, et puis l'Afrique francophone qui végétait dans le surcroît de dette et la croissance médiocre. Et on voyait bien que l'une décollait, l'autre ne parvenait pas à le faire, jusqu'à ce qu'on dévalue le franc CFA. Ça a été fait par Michel Cantu, je crois, au milieu des années 90. Pour la Grèce, c'est pareil. Ouais, le secret du sauvetage, au fond, pour la Grèce, ce serait la question vraiment de la dévaluation. Mais bien évidemment, sûr. On ne dévalue pas quelque part un euro que l'on dévaluerait ailleurs et vice-versa. Non, mais cela dit, parce que, alors évidemment, les gens envisagent ça toujours d'une façon binaire en disant, s'ils sortent, on les laisse partir dans le non-être. C'est évidemment pas ça qu'il faudrait faire. Il faut aider la Grèce à sortir. C'est-à-dire, là, faire un vrai plan de sauvetage, c'est-à-dire lui consentir des crédits importants à taux faibles, tout en lui permettant de dévaluer. Et rétablir une espèce de système monétaire européen. Vous auriez un noyau avec les pays qui peuvent et qui veulent rester dans l'euro, et puis les autres, ils garderaient une attelle par rapport à la galaxie centrale. Mais alors, si on faisait ça demain, mais la Grèce repart à fond. Le capital du monde entier va venir s'investir en Grèce. Vous dites qu'il y en a marre, en plus des clichés sur la Grèce, elle exporte, il faut arrêter l'injustice des pays du Nord envers elle. J'ai regardé ça. Alors, il y a certainement des problèmes dans la collecte de l'impôt, mais voilà, il faut regarder les choses telles qu'elles sont en face. Mais la Grèce exporte peu ou prou 25% de son PIB, c'est-à-dire à peu près la même chose que la France. Alors ça se fait pas sous la même forme, c'est beaucoup sous la forme du tourisme, qui est une forme d'exportation particulière, puisque en réalité c'est les étrangers qui viennent dépenser de l'argent en Grèce. Peu importe, la Grèce retire en gros 25% de son PIB de l'apport de l'extérieur. Que voulez-vous dire au fond, pour vous citer également, vous dites c'est comme un hamster dans sa roue, la question de la Grèce, plus elle rembourse, moins elle rembourse. Oui, c'est ça qui est terrifiant, voilà. Si vous voulez, c'est qu'à mesure que les plans d'austérité se succèdent, donc en apparence, la Grèce rembourse sa dette. Cela dit, comme elle collecte des impôts supplémentaires, l'économie se rétrécit, se racornit, et du coup, les recettes fiscales rentrent moins qu'escomptées, donc le déficit est plus important que prévu, donc la dette continue à augmenter. C'est-à-dire que c'est exactement comme un hamster qui est dans sa roue et qui s'épuise, il transpire, etc. Il a l'impression d'avancer. En réalité, quand il se retourne, il voit qu'il n'a
pas bougé d'un iota. Alors, on pourrait dire au fond que l'Europe pousse la Grèce à la rigueur. Pour citer le titre de la Croix de ce 1er octobre, l'Europe pousse la France à la rigueur. François Langlais, cela veut dire qu'au fond, quand même, nous n'agissons pas, mais nous sommes agis. Je pense qu'il y a un ensemble, les deux sont vrais. Ce qui est vrai dans la politique actuelle du gouvernement, c'est que la seule chose qu'on voit clairement dans le cap économique, la seule chose, c'est les 3%. Tout est subordonné à cet objectif. Vous avez vu dans le Parisien vendredi, un monsieur qui raconte comment ça a été fait sur un coin de table parce que François Mitterrand l'avait Monsieur Abeille. Voilà, monsieur Abeille. Bon. Oui, cela dit, il faut pas exagérer. C'est probablement vrai que la direction du budget a nourri François Mitterrand lorsqu'il s'est exprimé à la télévision pour dire, écoutez, 3% me paraît un objectif raisonnable. Mais le 3% sur lequel on vit, il a été gravé dans le marbre au moment de Maastricht. Et ensuite, bien sûr. Et là, ça a donné lieu à des discussions d'experts interminables, et notamment avec Jean-Claude Trichet, qui était le représentant de la France, je crois, qui devait être le directeur du Trésor à l'époque. Donc, c'est passé à une moulinette d'experts extrêmement sophistiqués. Et bon, alors après, on peut dire c'est un chiffre absurde, etc. De toute façon, il n'a pas été respecté. Et je crains bien que ce traité que nous signons, contre lequel s'époumonne une partie de la classe politique, ne le soit pas davantage. Parce que quand on regarde attentivement, on se rend compte que tout cela n'est pas du tout réaliste. Encore une fois, parce que le timing n'est pas bon. En fait, si vous voulez, le principal problème, c'est que c'est par beau temps qu'on fait les bêtises. C'est quand la croissance est là. La cagnotte. Mais alors, oui, voilà, mais oui. vous Mais, faites et la notamment référence à pendant le l'épisode de la gouvernement cagnotte Jospin, sous le et gouvernement qui était Jospin. d'ailleurs le ministre des Finances, c'était Dominique Strauss-Kahn. Et c'est à ce moment-là où on n'a pas été Le vigilant. déficit n'est pas suffisant, donc il fallait l'aggraver un petit peu. Mais souvenez-vous, tout le monde imaginait que la croissance serait perpétuelle et qu'on en avait pour un siècle. Et c'est évidemment dans ces moments-là qu'on a besoin de garde-fous. C'est pas en ce moment, alors qu'on cherche le moindre picaillon pour faire fonctionner un État nécessiteux et qui justement peine à combler les lambeaux, enfin disons les trous faits par la crise. Brice Couturier. Je voudrais faire intervenir notre ami Sylvain Kahn, parce que c'est un européaniste convaincu dans cette table. Et il me semble que la vraie question, c'est là. Effectivement, on voit bien, vous le dites, mais maintenant tout le monde l'a compris, il y a une divergence de compétitivité entre le nord et le sud de la zone. Contrairement à ce qu'on croyait, il n'y a pas eu de convergence. Au contraire, ça s'est écarté. Donc maintenant, on est devant le dilemme suivant. Ou bien, comme vous le dites, on laisse partir la Grèce, autrement dit, on l'expulse. Mais qui nous dit que derrière la Grèce, demain, on ne va pas être obligé d'expulser de la zone euro également le Portugal, et puis l'Espagne, et puis l'Italie, et pourquoi pas la France. Et il y a une autre issue que vous écartez. Il y a une autre issue que vous écartez, c'est celle que, par exemple, Joschka Fischer exprime dans un papier tout récent qui vient de paraître sur Project Syndicate, qui, j'imagine, aura la faveur de Sylvain Kahn, il expliquera mieux que moi. C'est simplement le fédéralisme. Une solidarité financière accrue entre les États, une mobilité de la main-d'œuvre qui est déjà là. Regardez comme les Grecs vont se faire embaucher dans les usines allemandes, comme les Espagnols vont se faire embaucher dans les usines britanniques, etc. etc. Pourquoi cette option-là, elle n'a pas votre faveur finalement ? Alors, Sylvain, vous interrogez qui, Brice Sylvain, est-ce que vous ne croyez pas, vous, à une option de monter en puissance il pensait poser sa question tranquillement fédérale? Ce que je crois, c'est que de toute façon, on est déjà dans une Europe fédérale avec une très grande solidarité. Mais effectivement, moi, j'aimerais interroger François Langlais à ce sujet-là, parce que François Langlais, dans votre livre, vous avez tout un chapitre, c'est le titre d'un de vos chapitres, qui s'appelle « Le retour du traité de Versailles ». Et les fausses promesses de l'Europe fédérale. Oui. Bon, et donc, ça peut donner le sentiment, mais j'aimerais bien que vous nous éclairiez sur ce point. Ça peut donner le sentiment que tout ce qui s'est passé depuis 1950, finalement, soit n'a servi à rien, François Langlais, soit, d'une certaine manière, n'a pas eu lieu. Vous dites quand même qu'on est toujours dans une Europe qui est finalement dirigée par les rapports de force. Alors, autant je comprends bien ce que vous dites sur la gravité de la crise actuelle et les insuffisances de l'euro, dont on ne s'est pas rendu compte, ou dont certains se sont rendus compte, mais ils ont fermé les yeux plus ou moins volontairement. Autant je suis très surpris que vous donniez le sentiment, mais vous allez nous le préciser, que finalement, cette construction européenne, c'était un peu comme une espèce de voile qu'on a déposé sur des rapports de force qui en réalité continuent comme si rien n'avait changé depuis le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle.
C'est une question à la fois très importante et qui ouvre plusieurs tiroirs. Hein. Je pense que le rapport de force franco-allemand, cette dialectique-là, elle est structurante. Elle a été dépassée évidemment par l'Europe. Mais pour autant, l'histoire des 20 dernières années, et notamment en matière économique, c'est, vu de France, comment ceinturer la puissance allemande. De ce point de vue, c'est la redite d'une question qui est bien antérieure évidemment à notre génération. Mais elle n'est pas réglée. C'est-à-dire que le seul moment où on a eu le sentiment qu'on l'avait fait, c'était le moment où l'Allemagne était elle-même paralysée, handicapée par sa propre réunification. C'est le seul moment d'ailleurs où la France a dégagé un excédent commercial avec l'Allemagne. Parce que l'Allemagne était engluée dans ses propres problèmes. Donc pas d'interdépendance pour vous? Si, ça n'empêche pas. Et justement, les rapports de force et l'interdépendance, c'est la situation la plus dangereuse d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que, au fond, le rapport de force avec des gens vis-à-vis de qui on n'a pas de dépendance n'est pas gênant. En revanche, à partir du moment où il y a interdépendance, le rapport de force est vécu comme une humiliation ou justement une soumission. C'est vrai aussi que la méthode européenne a permis de dépasser cela. En ce sens-là, je ne pense pas du tout que ce qui s'est passé depuis les années 50 ce soit rien. Et que c'est un beau rêve qui s'est en partie incarné. On a dépassé cela. Et on imagine très mal aujourd'hui une guerre entre les pays européens. Pour les raisons que vous avez évoquées, que Brice évoquait aussi, c'est-à-dire quand même la jeunesse qui se déplace, etc. Ça, c'est un acquis formidable. Mais pour en venir à l'autre partie de votre question sur le fédéralisme, j'observe quand même qu'au plan économique, tous les pays qui ont adopté ce mode d'organisation en Europe, c'est pas formidable. Regardez ce qui se passe en Italie. Vous avez un fédéralisme, des divergences très importantes entre l'Italie du Sud et l'Italie du Nord, avec des transferts très puissants. Regardez ce qui se passe en Belgique. Vous avez la même chose entre la Wallonie et la Flandre. Regardez ce qui se passe cette semaine avec la Catalogne, en Espagne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un pouvoir qui centralise les ressources, les prélève sur les régions riches et les redistribue dans les régions pauvres, eh bien ça marche tant qu'on peut s'endetter. C'est le thermostat. C'est quoi cette image du thermostat? Alors ça, c'était pour la Banque Centrale Européenne. Oui, mais qui recouvre évidemment ces questions. C'est vrai. Non, en fait, l'idée est assez simple. Pour le thermostat, c'est que finalement, une banque centrale, elle doit faire du froid quand il fait chaud et faire du chaud quand il fait froid. C'est-à-dire, faire du froid quand il fait chaud, ça veut dire, justement, quand l'inflation menace, que la surchauffe menace, eh bien, on monte les taux d'intérêt et on provoque l'appréciation du taux de change pour ralentir l'économie. Puis à l'inverse, quand l'économie est un peu déprimée, on les baisse. Le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul thermostat pour une maison qui a plusieurs pièces, avec l'union monétaire. Le grenier et la cave. Et qu'on a évidemment mis le thermostat en Allemagne, qui est la plus grande des pièces. Du coup, mais ça vaut plutôt pour les années 2000, on a provoqué une surchauffe considérable en Europe du Sud. Et la raison de la crise, elle est là, plus que dans l'intempérance budgétaire de ces pays. Alors, pour continuer d'ailleurs sur ces questions, il est vrai que quand on voit parfois les clichés qui peuvent vous être accolés, il y a deux choses importantes. Hein. Vous dites au fond, si les marchés votent pour la mise en place d'une dette européenne et d'un plan de sauvetage, ça n'est finalement pas par romantisme, mais par pur intérêt. Bien et sûr. puis, plus loin, quelques pages plus loin, presque une phrase qui répond à celle-ci. Et s'il y avait une raison de se méfier de l'Europe fédérale, c'est qu'elle est beaucoup souhaitée par les décideurs. Oui. Non, mais je revendique ces deux phrases, si vous voulez. Qui vont faire grincer. C'est évident que le fédéralisme, et notamment C'est un truc de riche, quoi. Et puis sa déclinaison financière, les eurobonds, c'est le banquet permanent pour la finance, parce que ça permet justement de donner aux dettes du Sud qui sont très fragiles la garantie des pays du Nord. Et de ce point de vue, je comprends très bien qu'il soit pour, mais pour le contribuable et la santé des économies européennes, ça n'est pas une bonne solution. Et il vaudrait mieux, au contraire, faire payer les détenteurs de capitaux plutôt que de charger, après avoir essoré les contribuables du Sud, d'essorer les contribuables du Nord. Parce que qui on va aller chercher après? La Lune, Mars, c'est possible que ça marche pas, quoi. Hein. Et évidemment, le fédéralisme, bon, c'est une belle idée. Et en ce sens-là, c'est le prolongement de ce que nous évoquions tout de suite, c'est-à-dire de cette génération des pionniers. Parce qu'elle induit la solidarité, pour y revenir. Oui, mais observons quand même que dans les pays où il est mis en œuvre, on n'a rien réglé comme ça. C'est-à-dire que l'Italie du Sud est plus que jamais dépendante de l'Italie du Nord, que pour la Belgique, ça ne fonctionne pas davantage, et qu'il vaudrait mieux... on peut très bien imaginer un monde où de nations paisibles, quoi. Je veux dire que l'idée de centraliser et les ressources et le pouvoir,
Elle appelle immanquablement un diagnostic d'efficacité au plan économique, je ne l'observe pas. Et elle appelle aussi une question sur la responsabilité politique du pouvoir fédéral. Et je ne vois pas qu'on ait encore réussi à trouver la martingale de ce point de vue-là. Un pouvoir loin des citoyens sera-t-il plus efficace qu'un pouvoir proche des citoyens ? On peut en douter, mais là c'est plus une réflexion d'honnête homme, en quelque sorte, que de spécialiste. Brice Couturier. Pour vous citer sur cette question du fédéralisme européen, si je vous ai bien lu, vous nous expliquez que le fédéralisme européen est réclamé surtout par ceux qui voudraient ajouter de la dette européenne aux dettes nationales, pour continuer dans cette fuite en avant épouvantable que nous aurons à payer un jour ou l'autre. Mais comme ça, pendant ce temps-là, les politiciens sont réélus une fois de plus, parce que comme ça, on reporte la martingale à plus. Et puis il y a un deuxième argument contre ce fédéralisme budgétaire, c'est que ce fédéralisme budgétaire comporte inévitablement, et on s'en rend compte aujourd'hui avec le traité constitutionnel européen, comporte des contreparties, à savoir un contrôle tatillon des budgets nationaux par la Commission de Bruxelles qui n'est pas élue. Donc une rigueur imposée de l'extérieur qui est de moins en moins politiquement supportable par les populations, qui veulent bien à la rigueur un budget de rigueur imposé par les gens qu'ils ont élus, mais pas par une commission qui ne l'est pas. François Langlais. Non, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, il y a une espèce de malentendu, d'ailleurs, franco-allemand sur cette question du fédéralisme, parce que ça n'a pas le même sens de part et d'autre du Rhin. C'est-à-dire que quand les Allemands disent « nous voulons un futur fédéral pour l'Europe », ils disent en réalité « nous voulons contrôler votre budget ». Et les Français disent « oui, nous voulons un futur fédéral pour l'Europe », et en réalité ils veulent dire « nous voulons que vous payiez, vous, Allemands, pour l'ensemble des problèmes de l'Europe ». Et cette ambiguïté, bon alors, elle est constitutive de la construction européenne. Comme disait Thatcher avec une formule merveilleuse, l'Europe, finalement, c'est un accord d'arrière-pensée. C'est vrai que quand on a fait le marché unique, elle voulait le marché unique, précisément, alors que les Européens du continent imaginaient justement une intégration plus poussée. Et la prospérité aussi, quand même. Bien sûr, et de ce point de vue, c'est un peu le problème d'aujourd'hui. Tout le monde s'y retrouvait, mais elle n'est pas là. Il faut bien reconnaître justement que la voie que nous avons choisie doit être aménagée, me semble-t-il. Je voudrais nous sommes arrivés à l'heure au fond du petit focus sur un dossier que publie la revue Vacarme de l'automne 2012 qui s'est abusé, si l'on peut dire, à réécrire en le biffant, le corrigeant, le traité européen qui est publié dans son intégralité. Ainsi d'ailleurs, je le précise aussi, intégralité du traité européen, mais lui sans aucune rature de rien du tout, dans La Croix. Mais voici, dans Vacarme par exemple, il y a cette phrase-ci. « Si après dénommer les parties contractantes », la Vacarme réécrit « si après dénommer les parties solidaires. Ceci encore, désireuse, je vous lis le traité, désireuse de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et à cette fin de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques au sein de la zone euro, 2 points. Et Vacarme a écrit, désireuse de favoriser les conditions d'une vie meilleure, en gras, dans l'Union européenne et ailleurs, en gras. La question doit être prise en compte des politiques économiques et sociales en gras. Bon, écoutez, voilà, je vous propose d'écouter sur cet exercice-là le philosophe Pierre Zaoui, qui est membre du comité de rédaction de la revue Vacarme. Il est au micro de Léna Burger. Pourquoi on ne peut pas rire quand on parle de l'Europe ? Pourquoi il y a toujours soit ceux qui se désolent, soit ceux qui crient, soit ceux qui mentent et qui disent tout va bien, on va s'en sortir, mais on rit jamais. Ce qui nous a stupéfait, c'est qu'en lisant ce traité européen, alors qu'on n'a aucune compétence spécifique pour lire ce traité européen, sincèrement c'est un texte furieusement comique si on regarde l'ensemble de ses considérants, si on regarde l'ensemble de ses articles. C'est quand même un texte fait par les pays les plus nantis du monde et les plus riches du monde, qui est un texte de pure contrainte, qui est un texte purement technique et qui est un texte qui est entièrement mis au service de la rente financière. Le but de, au fond, cette pochade, qui n'est pas qu'une pochade, c'est de dire il y a quelque chose qui ne va plus du tout en Europe aujourd'hui. Et que l'Europe va dans une impasse, mais elle va dans une impasse à faute d'un minimum de vouloir et de projet. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun discours et il n'y a plus aucune incarnation possible. Je pense qu'il faut s'amuser sur cette question-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter le discours de la désolation ou le discours du catastrophisme. La catastrophe de l'Europe, elle a lieu.
Voilà, Pierre Zaoui au micro de Léna Berger. Je vous le donne, ce vacarme, c'est assez... Si ça n'était pas sérieux, ça serait effectivement c'est très drôle. Au lieu de se félicitant des propositions législatives formulées le 23 novembre 2011, vacarme aurait écrit « se désolant des propositions législatives formulées ». Voilà, je vous le donne. Vacarme automne 2011. Sylvain Kahn. François Langlais, mais alors, il faut garder l'euro ou il ne faut pas garder l'euro? Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce que l'euro présente néanmoins des avantages? Parce que une fois qu'on est arrivé à la fin de votre livre, je ne vais pas dire qu'on est un peu désespéré, mais enfin, en tous les cas, il y a vraiment de quoi être très très pessimiste. On se resserre un verre, quoi. Voilà. Non, il faut se resservir un verre de toute façon, enfin, avec modération, comme on dit. Mais oui. non, mais je pense que je le dis quand même à la fin de ça ce fait livre. beaucoup moins de pages que le reste du livre. Hein. C'est vrai. Alors, la part relative, oui, parce que vous dites que là où il n'y a pas l'euro, ça va pas beaucoup mieux, la Grande-Bretagne. Non, c'est vrai que d'ailleurs, c'est souvent l'argument que j'oppose aux souverainistes. Les gens disent, mais on serait mieux sans l'euro. La Grande-Bretagne est en pleine déconfiture. Hein, et l'évolution de l'inflation y est beaucoup plus défavorable. Enfin bon, sur le fond, bien sûr, l'euro apporte des choses. Il apporte en bonne logique le fait d'avoir des taux d'intérêt plus faibles, ce qui est quand même précieux. Il apporte aussi le fait de faciliter les échanges au sein de la zone, ce qui est aussi précieux. Et globalement, un sentiment aussi, je veux dire, ça nourrit la communauté européenne, qui reste une belle idée, quelque chose de nécessaire. Mais après, vous avez quand même différents aménagements qui me semblent souhaitables. Pour le coup, la géographie actuelle de l'euro ne me semble pas la bonne. C'est-à-dire que les pays justement périphériques ont beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages à avoir l'euro. Et je pense qu'ils vont s'en rendre compte dans les temps qui viennent et qu'on peut aménager ça. Là encore une fois, si vous voulez, les unions monétaires, je dis pas que c'est des portes de saloon où on rentre et on sort, mais toute l'histoire montre qu'on peut quand même quitter des unions monétaires et que ça n'est pas forcément le drame. Regardez ce qui s'est passé, même, on l'a tous vécu, la Tchécoslovaquie. Hein, moi, quand j'étais jeune, et j'ai même d'ailleurs fait un reportage en 91 pour expliquer pourquoi ils allaient se séparer. C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 20 ans. Ils l'ont fait paisiblement. Ils ont construit 2 États, 2 monnaies. Vous avez entendu parler de sang sur les murs, de dettes non payées? Non. L'Union soviétique, elle s'est fractionnée en d'innombrables États. Chacun a adopté sa monnaie. Et finalement, tout cela étant travaillé, préparé, ça n'est pas la fin du monde. Si la Grèce sort de l'euro, ça n'est pas la fin du monde. Si le Portugal sort de l'euro, c'est pareil. Alors, on peut pour autant... Mais à condition d'annuler quasiment leur dette, au moins 30-40%, parce que elle la question qu'on pose chaque fois, c'est la question du champ. Comment vont-ils faire? S'ils dévaluent et qu'ils conservent leur dette libellée dans leur nouvelle monnaie nationale, leur dette aura perdu 30, 40 ou 50%. Ah oui, d'accord. Et tant pis pour les créanciers. Et la Grèce ou le Portugal repartira. L'Irlande, qui est... Mais c'est dément, l'Irlande a une dette de 250% du PIB, tout ça parce qu'elle a voulu sauver ses banques. Mais là où notre ami de Vacarme dit ce traité est fait pour préserver la rente financière, il n'a pas tort. Tout a été construit pour préserver la valeur de la dette. C'est absurde. Et je pense vraiment que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans, quand on regardera cela, on se dira... Ce que vous dites, c'est dingue. Mais comment ont-ils pu être aussi absurdes dans leur comportement et dans leurs décisions que d'avoir justement sacrifié une génération sous la forme d'une croissance beaucoup plus faible que celle que méritait le pays? Sylvain? Ceci étant, François Langlais, qu'est-ce que vous répondez précisément sur ce point à ceux qui disent que un taux de change chute toujours initialement bien plus qu'il ne le faudrait quand il s'agit de rétablir la compétitivité d'une économie? Et là aussi, il y a beaucoup d'exemples historiques, y compris l'Argentine, que vous évoquez d'ailleurs, oui. Sur lequel, à mon avis, vous êtes un peu optimiste. C'est vrai. C'est vrai que l'Argentine, si vous voulez, en même temps, leur régime de change, de lien fixe avec le dollar n'était pas tenable. Ça avait asphyxié complètement l'économie. Ils l'ont rompu, ils ont eu raison. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'écouter le ministre. Ils ont énormément souffert. C'est sûr. 10 ans. Non, mais ils souffrent depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire que c'est en ce sens-là où, si vous voulez, l'expérience argentine ne peut pas être réduite aux 10 dernières années. Mais en 2001, quand ils rompent, je crois que c'est 2001, le ministre des Finances, c'est très intéressant de l'écouter aujourd'hui, parce qu'il explique qu'il y a eu toute une phase de déni de la réalité. Et où, justement, les détenteurs de capitaux, là aussi, voulaient évidemment préserver le lien fixe avec le dollar, jusqu'au moment où, devant la réalité, on l'accepte. Alors, pour répondre à la première partie de votre question, regardez ce qui s'est passé en Islande, par exemple. Alors, j'allais vous dire, voilà, vous dites l'Islande, bon exemple,
Sauf qu'avec vous, évidemment, toujours, il faut attendre le deuxième coup, mais on ne peut pas le suivre complètement. Si, non, je pense que c'est très intéressant ce qui s'est passé en Islande. Alors, c'est pas qu'on peut pas le suivre, c'est que par les corps, disons. c'est un pays de 350 000 habitants. Donc, à la limite, on peut tous les réunir dans un stade et leur dire, chers amis, qu'est-ce que vous voulez faire ? En France, c'est plus compliqué. Le consensus national est beaucoup plus facile à obtenir. Mais ils ont refusé de payer pour leurs banques, refusé de payer leurs dettes, d'évaluer massivement. Aujourd'hui, c'est un pays qui est à peu près réparé. Mais est-ce comparable ? Avec tout de même un niveau de vie qui a baissé. Bien sûr, Il faut accepter. mais Voilà. ça Bon. si vous voulez, Marc, de toute façon, regardez ce qui se passe en Grèce. Hein, l'économie a chuté de 18%, donc le niveau de vie, il a baissé, et c'est pas fini. Mais aujourd'hui, il baisse pour rien, j'allais dire, c'est-à-dire sans espoir de redressement, alors qu'en Islande, malgré tout, la croissance a été ranimée. C'est vrai que si vous voulez... Il y a le contre-exemple laiton aussi à ce moment-là. Oui, là aussi, c'est un petit pays et c'est pareil. Pourquoi ? C'est quoi ? Attendez, moi, C'est la rigueur qui réussit. Ils ont tenu par la déflation. Mais probablement, il y a des pays qui peuvent faire ça. Mais c'est des pays où, pour le coup, il y a une certaine homogénéité de niveau de vie, où le secteur bancaire lui-même était sous-développé par rapport au nôtre et même par rapport à l'Islande. Donc là encore, c'est un cas particulier. Mais si vous voulez... La morale, quand même, de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de recette absolue et qu'on ne doit pas s'enfermer dans des dogmes. Et c'est ça qui est préoccupant et même terrifiant avec l'Europe actuelle, c'est que on a servi tout à une idée simple, c'est rembourser la dette est vraiment gravé dans le marbre. Sacré. Et c'est sacré. Mais vous savez que c'est intéressant. C'était l'autre jour, quelqu'un me disait cela. En allemand, le mot dette, c'est Schuld, c'est à la fois dette et faute. Et il y a là quelque chose que nous avons tous repris à notre compte. Il faut, et c'est ce que dit Madame Merkel quand elle parle de la Grèce, il faut qu'ils expient leurs fautes. C'est vrai en partie. La Grèce, ça fuit à tous les étages. D'accord. Mais le principal problème, ne l'oublions pas, c'est que justement, à cause de la mécanique de l'union monétaire et économique telle qu'elle a été conçue par Maastricht, eh bien, la compétitivité s'est détériorée, justement à cause du fameux climatiseur qui n'était pas calibré sur la température de l'Europe du Sud. L'Europe du Sud a accumulé des dettes à cause de ses déficits extérieurs qui provenaient eux-mêmes de la chute de sa compétitivité. Bon, qui est responsable de cela ? Les Grecs, ben ça se discute, je suis désolé. Ça se discute. Donc, Schuld, la faute, oui, en partie, D'autant mais que en vous dites partie seulement. D'autant que vous dites qu'à ce moment-là, tant qu'on regarde vers la Grèce, en fait, à ce moment-là, les Allemands raffolaient de produits peu pourris et toxiques, dites-vous. Oui, ben dans les Donc, sur la Landesbanken faute, notamment. oui. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont fait aussi des erreurs, comme on en voit les traces dans le bilan des banques, si vous voulez. Mais en fait, et alors, lié à ça, il y a l'idée du sacrifice allemand des années 2000, si vous voulez. C'est-à-dire les types se sont serrés la ceinture et aujourd'hui, ils profitent des efforts qu'ils ont faits. C'est vrai, en partie seulement. Parce qu'ils ont fait effectivement des réformes difficiles. D'ailleurs, le taux de pauvreté a quand même sensiblement progressé en Allemagne et c'en est la contrepartie directe. Hein, ça, personne ne le dit, mais c'est quand même la vérité. Mais dans le même temps, ils ont ceinturé leur banlieue monétaire, c'est-à-dire nous tous, et en gros l'Europe du Sud, en les mettant dans une espèce justement de taux de change fixe qui leur permettait aussi d'exporter des BMW. Hein, c'est-à-dire que d'un certain côté, la prospérité allemande, eh bien, ce sont des BMW vendus en Europe du Sud et achetés par endettement. Bon, il faut ouvrir toutes ces boîtes-là si on veut vraiment régler le problème et ne pas se contenter d'un discours répétitif et mortifère sur « vous avez péché les gars, eh bien maintenant c'est à vous de vous serrer la ceinture ». On n'en sortira pas comme ça. Ça veut dire quand même que là on reviendrait au fond à la belle idée, au bel esprit de la solidarité que voulaient les pères de l'Europe. Oui, et c'est là où encore notre ami de Vacarme a raison. C'est vrai quand il dit « il n'y a pas de récit ». Il y a plus de plan de vol, on ne sait plus où on va. Alors ce traité, il est effectivement complètement indigeste. Bon, il s'intègre dans un vaste traité dont l'article 1, c'est une union toujours plus étroite entre les peuples. Donc cette part de rêve, elle date quand même des années 50, elle est toujours là. Mais il faut la rénover, la réhabiliter. Et si vous voulez, de toute façon, on n'ira pas plus loin dans l'intégration sans faire voter les peuples. Ça n'est pas possible. Et pour faire voter les peuples, il ne faudra pas dire ce que disent les élites, c'est-à-dire « Ah oui, écoutez, nous, on est pour l'intégration, mais malheureusement, le peuple ne veut pas. » Les peuples ont de bonnes raisons de se méfier de cela. Il va falloir trouver ensemble un récit nouveau pour donner une vraie nouvelle raison d'aller plus loin dans l'intégration. Sinon,
tout cela va se déliter. Et le délitement, pour le coup, ça nous ramène à une forme de nationalisme qui n'a rien de paisible. Parce que autant il serait complètement absurde d'imaginer une guerre en Europe, autant on peut imaginer... Oui, parce qu'elle est trop vieux, vous dites. Hein. Oui, mais que les relations s'enveniment, ça serait détestable et très problématique, quoi.